là en tout cas. Donc, Oli, on est une société plutôt grande consommation. On a une spécialité qui est le sommeil. Et donc on travaille à aider les gens à améliorer la santé du sommeil, puisque c'est quand même la base, c'est un des piliers de la santé. On dort moins, on est tous fatigués, et derrière ça, en fait, il y a des pathologies assez importantes et assez intéressantes auxquelles on peut s'intéresser. Le ronflement, l'apnée du sommeil et l'insomnie. Donc c'est les 3 pathologies sur lesquelles on travaille, et tout notre but, c'est de créer un continuum entre le consommateur, vous, qui n'avez pas forcément conscience et connaissance de tous les fondements scientifiques, et la partie médicale qui, elle, cherche juste une chose, à vous guérir. Bonjour à tous, Victoria Benaïm. J'ai créé 2 startups. Donc la première, c'est Liva. Donc Liva, c'est un bijou, c'est un bracelet qui transporte le dossier médical via un QR code. Donc quand on flash le QR code avec n'importe quel smartphone, on peut accéder aux informations vitales de la personne. Contact d'urgence, allergie, pathologie, traitement en cours. C'est une sorte de carte d'identité, carnet de santé à bout de poignet. Assez joli. Et ensuite, la deuxième startup, c'est iLunch. Donc iLunch, c'est un restaurant d'entreprise digital connecté aux données de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'alimentation a un véritable impact sur notre santé. Les 3 piliers de la santé, c'est le corps, l'esprit et l'alimentation. Donc une alimentation saine et équilibrée permet d'être en meilleure santé, d'éviter des maladies, d'avoir plein d'énergie, d'être de bonne humeur. Donc l'alimentation est fondamentale pour la santé. Donc iLunch distribue des repas équilibrés élaborés à partir de produits frais en entreprise. Donc c'est comme un restaurant d'entreprise sans la partie restauration, c'est de la livraison de repas sur le travail. Et à chaque fois que vous commandez un lunch avec iLunch, on récupère toute la data de ce que vous avez consommé, protéines, glucides, lipides, les calories. Vous pouvez créer de l'autre côté votre fiche santé avec vos antécédents, votre Fitbit, votre balance connectée, votre tensiomètre ou glucomètre connecté. Ce qui fait que nous, on a d'un côté toutes les informations vous concernant, de l'autre ce que vous avez mangé pour pouvoir vous donner des conseils personnalisés. Donc on ne va pas vous dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. C'est pas du tout le but. On va vraiment vous dire vous ne mangez pas assez d'oméga 3, voilà à quoi ça sert et voilà où est-ce que vous pourriez en trouver. Donc c'est la personnalisation de l'alimentation grâce à la data. Bonjour, Patrick Faure, moi je représente Soprasteria, donc je dirige chez Soprasteria dans un marché qui est l'assurance et la protection sociale, l'ensemble des sujets autour de l'objet connecté et de l'intelligence artificielle depuis maintenant 2013. Rapidement, Soprasteria, c'est 40 000 personnes, principalement en Europe, et c'est une entreprise de services de numérique, et donc nos grands clients en fait sont les assureurs et les groupes de protection sociale. Et une des problématiques qui nous a permis d'aborder le sujet objet connecté avec eux, c'est principalement le domaine de la prévention, que ce soit la prévention des maladies, la prévention des risques, que ce soit sur les personnes ou sur les matériels. Merci à vous 3. Alors, quand on parle d'objets connectés, bien sûr, on parle de récupération des données, et c'est bien cette donnée, quand on discute avec vous 3, qui au final est importante pour cette partie santé. C'est comment on utilise cette data pour prévenir des risques ou améliorer les prévenir les risques de maladies ou améliorer la santé. Victoria, comment vous, chez iLunch, vous utilisez cette donnée et quelle est la valeur ajoutée de cette donnée pour votre produit? La data va en fait pouvoir personnaliser le conseil et donc donner vraiment le bon conseil à la bonne personne au bon moment. Donc pour vous donner un exemple très simple de cas d'usage, une personne qui va prendre son taux de glycémie avec un glucomètre connecté, on va savoir ce qu'elle a mangé le midi, on va connaître son taux de glycémie, on va pouvoir lui dire attention, si tu veux éviter le malaise, il faut manger du sucre avant 17h ou au contraire ne pas manger de sucre avant 17h. Donc l'idée, c'est vraiment, grâce à la data, de personnaliser le conseil pour qu'il soit vraiment pertinent. Donc au plus on connaît la personne, au plus on va pouvoir l'aider à améliorer son capital santé avec quelque chose d'aussi simple que l'alimentation. Donc la data a vraiment pour vocation d'aider l'individu. C'est pas à des fins d'usage en interne, c'est vraiment pour aider l'individu qu'on collecte cette donnée, qu'on l'utilise. Et ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui il existe des trackers sur la partie food
et d'autres sur la partie données, mais il n'y avait pas de solution jusqu'à présent, c'est ça qui Exactement. valide. Alors en fait aujourd'hui dans le marché de la nutrition connectée, on a des applications qui permettent de renseigner à la main ou de prendre en photo tout ce qu'on mange, mais on n'a pas d'outil qui permet de récupérer automatiquement la data de ce qu'on a consommé, ce qui est quand même très intrusif. Et de l'autre côté, on a pas mal de food tech qui font la livraison de repas, mais qui ne l'associent pas du tout à de la data, donc à de la personnalisation de conseils nutrition. Donc aujourd'hui, pour pouvoir être bien conseillé, il faut aller voir une nutritionniste, noter tous les jours ce qu'on mange et faire ensuite analyser. Avec iLunch, c'est vraiment, on reçoit son repas, on n'a rien besoin de faire, tout est déjà enregistré dans l'application puisque l'application sait ce qu'on a mangé. Et puis on peut plugger ses objets de santé connectés, son Fitbit, on sait combien on a marché aujourd'hui, qui permet vraiment, sans que l'utilisateur n'ait rien à faire, de pouvoir mieux le connaître et mieux le conseiller. Donc Fitbit ou un autre. Fitbit ou un autre, pardon. Un tracker d'activité, un compteur de pas. Voilà. Grégoire, aujourd'hui, vous, comment vous récupérez cette donnée et comment vous l'utilisez? On va remettre un peu de contexte. Donc c'est la médecine de demain. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de médecins par habitant. Ce chiffre ne va pas s'améliorer, évidemment. On va tous, alors je donne les stats, vous allez tous chaque année 7 fois par an chez le médecin. Ça augmente, ça fait plus 1 tous les 2 ans. Les médecins diminuent. Nous, sur notre pathologie, donc le sommeil en général, quand vous avez un problème de ronflement ou d'apnée du sommeil, vous allez voir soit un pneumo, soit un ORL. Il y a 3000 pneumos et il y a 3000 ORL. On est 64 millions d'habitants. Ça pose un réel problème. Et donc tout l'enjeu, c'est d'apporter cette médecine dans le cœur dans les mains des gens, mais une médecine pas n'importe comment. C'est-à-dire que la donnée, pour le coup, effectivement, aujourd'hui, on récolte beaucoup de données sur votre sommeil, des données qui sont hétérogènes, votre nombre de pas, ce que vous mangez, ainsi de suite. Maintenant, c'est comment cette donnée peut être crédible aux yeux d'un médecin. Et c'est tout l'enjeu de demain, c'est arriver à en faire en sorte que le corps médical, et on en parlera, je pense, juste après, arrive à accepter le fait qu'aujourd'hui, les gens aient envie de prendre en main leur santé et de connaître. Mieux en tout cas que d'aller sur Doctissimo et de savoir que j'ai un cancer parce que j'ai un rhume, ce qui est un petit peu l'affect de tout le monde ici, je pense. Maintenant, sur ce qu'on fait, nous par exemple, on a un tracker de sommeil qui s'appelle Sleep Sensor, et quand vous avez un problème de ronflement, qui concerne à peu près dans la salle 60% des gens, vous allez chez l'ORL, parce qu'au bout d'un moment, ça devient tellement envahissant et tellement gênant pour votre conjoint qu'il faut faire quelque chose. Et les ORL, en fait, aujourd'hui, n'ont aucun moyen d'avoir de la donnée en amont du rendez-vous. C'est-à-dire qu'ils restent sur des pratiques assez classiques, d'exploration des voies aériennes, et après de solutions de test en A/B testing. En gros, il a une solution, il voit si ça marche ou pas. Avec ce qu'on fait, donc Sleep Sensor, vous le portez sur la poitrine, et on est capable, par exemple, de dire si votre ronflement est positionnel ou pas. Juste en disant ça, on a réglé une bonne partie des questions que les ORL ont quand on va chez eux. Et donc c'est tout cet aspect d'anticipation. Mais on croit à un truc, c'est que la donnée pour la donnée, ça sert à rien, que nous sommes tous très paresseux par rapport au fait de collecter de la donnée tous les jours, et il y a ce vide sidéral qui existe entre le moment où vous avez l'objet connecté entre les mains, donc c'est excitant pendant 2 semaines, et vous vous lassez très vite, et au bout de 3 mois, vous le laissez tomber. Et sauf qu'au bout d'un moment, sauf que le service, pour qu'il tourne, il faut qu'on ait un maximum de données. Et donc il faut au minimum 5-6 mois de données pour qu'on ait vraiment des choses pertinentes. Et donc il y a ce vide d'usage, ce qu'on appelle la friction. Aujourd'hui, les gens abandonnent les objets. Et le truc sur lequel on travaille, nous, c'est faire en sorte qu'ils ne l'abandonnent pas. Et une des clés, c'est de parler de pathologie, c'est de parler de problème. Vous avez un problème, et quel est le problème, quelle est la solution qu'on vient mettre en face pour pouvoir le régler. Donc je pense que l'objet connecté grand public est en train de changer, plutôt qu'une promesse qui est de compter, c'est une promesse de guérir. C'est là, en tout cas, c'est le futur vers lequel on va. Merci Grégoire. Patrick, quelles sont les attentes de vos clients justement sur cette donnée? Alors, on est effectivement avec une cible professionnelle, donc plus B2B. Nos clients sont de 2 types, donc entre les assureurs et les groupes de protection sociale. Globalement, ils assurent les individus, ils assurent les entreprises. Donc si je prends l'exemple de l'entreprise, l'objectif c'est que l'entreprise ait des collaborateurs en bonne santé ou en meilleure santé possible, de manière à favoriser le fonctionnement de l'entreprise et pas avoir de problématiques de type perte de productivité ou réorganisation. Donc dans ce cadre-là, un certain nombre d'entreprises et donc indirectement de groupements de protection sociale ont sorti des offres autour de ce qu'on appelle l'entreprise territoire de santé. Donc là, typiquement, ce que Victoria fait rentre tout à fait dans les attentes de nos groupes de protection sociale qui sont nos clients. Leur problématique globale, c'est de mesurer la pénibilité au travail, au sens non pas légal de la pénibilité, mais au sens de l'usure professionnelle qu'on en a,
sur des exemples du type je commence à avoir mal au dos, je m'arrête 5 minutes, je m'arrête une journée, 2 journées, 5 jours, 7 jours. Et au bout de 2-3 ans, on se retrouve avec des gens qui sont arrêtés par exemple 30 ou 40 jours, ce qui devient une véritable perturbation pour l'entreprise dans un certain nombre de métiers. Donc, fort de tous ces constats-là, la recherche des groupes de protection sociale dans l'aspect santé du collaborateur au travail est sur la prévention. Donc, même chose sur les données, capter l'ensemble des informations possibles tout en faisant attention, puisqu'on est dans le monde du travail, de ne pas être intrusif, de ne pas être forcément personnalisé, typiquement, de façon à passer les barrières des CHSCT et des syndicats. Et puis, essayer de travailler sur les organisations en parallèle pour essayer de changer les organisations en essayant de trouver des solutions qui permettent de diminuer la pénibilité au travail. Donc ça, c'est plutôt les entreprises. Vous avez quelques exemples? Alors, sur les exemples, on a, depuis 2013, fait un certain nombre de réalisations, démontrées. On a travaillé au début sur ce qu'on appelle les pathologies du boulanger. Donc, chacun apprécie son boulanger. Le boulanger, il est face à un vrai danger, en fait, dans son atelier de travail, qui est l'asthme, les risques d'asthme et les risques de carie. Un exemple, alors j'ai fait le test du coup avec mon boulanger, qui a été notre premier bêta-testeur. Un boulanger, en une vingtaine d'années, va dépenser à peu près 30 000 € en frais dentaires. 30 000 €, c'est juste phénoménal, et bien sûr, vous imaginez qu'il n'est pas remboursé par sa complémentaire santé à la hauteur de ses dépenses. Tout ça parce qu'il n'est pas forcément conscient, donc là, c'est là que la donnée est intéressante, c'est qu'il n'est pas conscient de la poussière qu'il a dans l'atmosphère de travail de sa boulangerie, et quelles que soient les nouvelles technologies amenées sur les nouveaux outils, sur l'exemple d'un pétrin qui dure 20, 30, 40 ou 50 ans, vous imaginez bien que le boulanger n'a pas le dernier pétrin, ou en tout cas, ils sont très rares à l'avoir. Résultat, il est dans un environnement extrêmement dangereux entre guillemets en termes de santé. Donc on a amené des solutions en créant un objet connecté particulier qui est un capteur, donc qui permet de capter la donnée. Vous en avez un d'ailleurs, on a un stand, et vous passez sur le stand, vous le verrez, je fais un peu de pub à l'occasion. Mais ça permet de capter 321. Ça permet de capter ce qui se passe dans l'atmosphère de travail. Et du coup de prendre les bonnes décisions, en particulier dans cet exemple-là, de l'alerter s'il y a un risque d'asthme, pour ses apprentis en particulier, ou s'il faut qu'il aille se brosser les dents. L'exemple concret, c'est qu'une fois que je sais que je dois me brosser les dents, je vais me brosser les dents avec une brosse à dents connectée, pendant qu'on y est, c'est l'objectif. Du coup, le système est capable de dire, ok, c'est bon, je remets à zéro, entre guillemets, et je peux repartir pour un nouveau cycle. En faisant ça, on résout un problème que n'arrivent pas à résoudre les groupes de protection sociale sur la prévention de ce type de maladie, parce qu'on a beau, pendant l'apprentissage, on a beau régulièrement revenir voir les boulangers en leur expliquant qu'il faut se brosser les dents et à quel moment. Il y a la vraie vie et la vraie vie si on ne le fait pas. Voilà. On ne le fait pas jusqu'à ce qu'on voit les courbes. Moi, l'exemple du fils de mon boulanger qui est apprenti dans cette boulangerie, c'est que depuis qu'il a vu les courbes de ce qu'on mesurait, il se brosse correctement les dents. Donc ça, c'est vraiment un des premiers sujets qu'on a attaqué dès 2013 et qu'on a mené après sur des tas d'autres métiers, comme sur la prévention du dos pour les conducteurs routiers ou pour les travailleurs, sur l'exemple des drives, les étudiants que vous avez qui vous servent gentiment vos packs de soda en promotion de 8 ou 12 fois 2 litres, qui pèsent lourd et qui se baissent pas forcément correctement d'ailleurs pour les prendre, pour les mettre dans votre coffre. Typiquement, là, on est sur une population à risque d'étudiants qui, dans 3, 4, 5 ans, donc bien après la survenance en fait, des faits, vont avoir des problématiques de dos. Quel est l'état de maturité aujourd'hui justement des groupes de protection sociale? Vous disiez que finalement c'est en discutant avec eux que les problématiques ou les cas concrets émergent, mais ils n'ont pas forcément d'emblée à l'esprit cette notion de l'objet connecté pour prévenir les risques. Oui, alors on est un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement il y a ce côté quantify self qui a été une grande mode entre, je dirais presque 2010, le début 2010-2015, et le fait que justement une fois qu'on s'est acheté notre objet connecté type tracker d'activité, au-delà de la première période, voire tant qu'il ne faut pas changer les piles, je dirais, on l'a effectivement, c'est un peu fun, et puis une fois qu'il faut soit changer les piles, soit on n'en trouve pas un vrai cas d'usage, on le met de côté, il reste dans le tiroir. Donc cette problématique-là est apparue, du coup, à un moment, l'ensemble de nos assureurs et groupes de protection sociale clients se sont posé la question comment utiliser ces objets connectés et à quoi, puisque dans l'idéal, c'était l'avenir promis de tout salarié d'avoir plein d'objets connectés sur lui, que
que ce soit la montre, que ce soit le tracker, mais on a vu aussi d'autres cas de figure. On a des gilets connectés, par exemple, pour mesurer la posture. Donc avoir ça, c'était pas forcément... ça allait rentrer dans l'ordre des choses, c'est ce que pensaient les assureurs. Et donc leur sujet, c'était d'essayer d'aller capter ces données pour voir ce qu'ils pouvaient en faire pour améliorer la prévention. L'objectif de l'assureur, c'est si je préviens les choses, j'aurai moins à payer, j'aurai moins de sinistres. Grégoire, avec Oli, c'est un peu la même chose, hein, cette notion de prévention. De toute façon, tous les trois, vous l'avez fait émerger lors de nos discussions. Comment vous prévenez justement des risques de problématiques du sommeil? Je vais vous parler d'une autre pathologie qui est l'apnée du sommeil. Donc, en général, quelqu'un autour de vous qui dort avec une machine sur le nez pendant la nuit, parce que pendant la nuit, en fait, il s'étouffe, ce qu'on appelle l'apnée obstructive. Donc, ça touche à peu près entre 5 et 10% de la population. C'est une maladie assez grave, puisque ça augmente, alors, je ne sais plus toutes les stats en tête, mais en gros, c'est x5 sur les AVC, x7 sur le diabète. Ouais, c'est une espèce de bombe humaine. Et donc, en entreprise, le but, c'est d'aller dépister les personnes qui peuvent potentiellement souffrir de ça. Donc, ça ne concerne pas tout le monde, hein, évidemment. On est plutôt sur des gens qui sont au-delà de 50 ans, qui ont une forte corpulence. Mais quand cette personne, il se trouve qu'elle a un travail posté, qu'elle manipule de la fonderie, des objets lourds, de l'électricité, de la haute tension, bah, déjà, c'est un risque pour l'entreprise de se retrouver face à quelqu'un qui peut être en état de somnolence, en tout cas, va se mettre à somnoler, donc il y a un risque. Ça peut être votre chauffeur de bus, hein, quand vous allez prendre le bus le matin, voilà, pour saisie, il peut en souffrir également. Donc la prévention est essentielle à ce niveau-là. Et il n'y a aujourd'hui aucun outil pour aller dépister globalement la population. Donc si vous souffrez de ça, je ne vous le souhaite pas, mais aujourd'hui il y a à peu près entre 6 mois d'attente et 1 an pour faire ce qu'on appelle une polysomnographie, qui est l'acte qui permet de dépister l'apnée du sommeil. Votre rendez-vous chez votre pneumologue, ça va prendre 2 mois et demi, 3 mois. Et donc pendant tout ce temps, vous souffrez. On a des cas, donc nous on voit très souvent des patients et on discute énormément avec les praticiens. On a des cas où les gens ont attendu 15 ans avant d'être dépistés. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle l'indice d'apnée-hypopnée. Hein, pendant la nuit, ils arrêtent de respirer à peu près 30 fois par heure, ce qui est énorme, ce qui fait que le cerveau n'est pas irrigué et donc n'est pas oxygéné. Et donc pendant la journée, il a juste une envie, c'est de dormir, il n'est pas concentré. Et on a des cas de collaborateurs, alors sachez-le, mais si votre collaborateur peut-être s'endort à votre réunion, c'est pas parce que ça l'ennuie, mais peut-être qu'il en souffre. Hein, et donc la prévention est un de nos axes. Et effectivement, aujourd'hui, on travaille avec des mutuelles, des assureurs, pour aller voir dans les entreprises, faire des dépistages globaux avec des outils qui sont à un stade médical avancé. C'est pas encore un grade médical, on en reparlera après, mais suffisamment performant et suffisamment précis pour émettre un avis. Et évidemment, derrière, on doit toujours passer chez le praticien, mais ça évite cette longue attente qui est entre 1 an et 10 ans pour être diagnostiqué apnée du sommeil. Victoria, de votre côté, c'est pareil sur la partie prévention. Le but est d'améliorer aussi l'alimentation et prévenir des risques de maladies en entreprise, entre autres. Oui, donc par exemple, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, il y a 91% des personnes diabétiques qui le sont à cause de mauvaises habitudes alimentaires pendant 15 à 20 ans. Du coup, il y a pas mal de pathologies de ce type, donc par exemple l'obésité. Une personne qui est en surpoids ou en obésité a 3 fois plus de risque d'avoir un AVC qu'une personne avec un IMC normal. Et puis il y a à peu près un tiers de la population qui souffre d'hypertension. Or l'hypertension peut être largement améliorée grâce à une meilleure alimentation. Donc il existe de nombreuses pathologies qui pourraient vraiment être améliorées ou être évitées par une meilleure alimentation sur le long terme. Donc l'objectif vraiment d'Eyelunch, c'est d'instaurer ces bonnes habitudes pour vraiment que cela puisse avoir un impact sur le long terme et sur l'avenir. Aujourd'hui, il y a à peu près, donc ça aussi c'est une donnée qui est assez impressionnante, 30% des cas de cancer qui sont en partie, donc c'est multifactoriel, mais le facteur alimentation joue un rôle très très important dans le développement de beaucoup de cancers. Donc c'est tout ça que l'on cherche à prévenir avec Eyelunch et avec une meilleure alimentation. Donc là, on en revient aussi aux assureurs qui l'ont, eux, pour le coup, très très bien compris, puisqu'ils ont compris que le préventif coûte beaucoup moins cher que le curatif. Pour donner un autre exemple, donc, comme on était sur le diabète, donc 91% des diabétiques qui coûtent dans le monde 600 milliards de dollars par an, c'est vraiment des chiffres énormes qui pourraient être largement diminués pour les assurances et les mutuelles. Donc eux ont déjà compris, et c'est pour ça qu'ils essaient de promouvoir la prévention dans leurs offres aujourd'hui, parce qu'ils se rendent compte que ça va avoir un impact économique considérable pour eux
et un impact sur l'état de santé de leurs adhérents. Merci. Alors, on disait tout à l'heure, hein, l'objet connecté sur le corps qui mesure notre santé, finalement, qui traque, entre guillemets, notre activité, ça peut faire peur, ça peut effrayer. Quel est le niveau d'acceptation des utilisateurs de ce type de produit? Patrick, vous avez deux exemples, un où ça s'est bien passé, l'autre c'était plus délicat à faire accepter. Oui, alors on a eu la problématique sur chacun de nos projets objets connectés. Alors effectivement, le premier dont je vous parlais pour le boulanger se situait 2013 à une époque où tous les boulangers étaient forcément assurés en complémentaire santé par un groupe de protection sociale et un seul, ils n'avaient pas le choix. Et au-delà de l'expérimentation, du prototype et de l'expérimentation qui se sont très bien passées, où tout le monde trouvait la solution géniale, effectivement est arrivé le moment de se dire, ben maintenant on travaille sur le modèle économique, on le déploie et puis on va essayer d'estimer ce que ça va permettre de gagner en termes de prévention. Sur l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure, 30 000 euros de frais dentaires en à peu près 20 ans, ça fait quand même un bon budget annuel éventuellement à dépenser si on évite les caries. Alors, on n'évite pas 100% des caries sur ces exemples-là, on n'évite pas 100% de l'as, mais la promesse était extrêmement forte. Alors là, on est tombé dans un autre phénomène un peu franco-français qui est on est donc passé devant des instances paritaires où le sujet en fait de se brosser les dents au travail avec un objet connecté et de mesurer ce qui se passe dans l'atmosphère de l'environnement de travail est devenu un enjeu entre les représentants des patrons et les représentants des salariés en fait, et où finalement les discussions ont tourné sur mais on est d'accord que quand on se brosse les dents c'est pas du temps de travail, c'est de la pause, et d'un côté, et de l'autre côté on a été sur mais on est d'accord que c'est dangereux donc il faudrait une prime. Voilà. Donc ça a un peu ralenti définitivement pour l'instant le sujet. Donc on était quand même en 2014 hein, quand on a, enfin fin 2013 début 2014. Ceci dit, d'autres pays européens sont intéressés, donc on va avancer sur d'autres pays européens en attendant. Ça c'est le premier exemple. Un des autres exemples, enfin même deux autres exemples qu'on a travaillé sur la posture, où globalement il s'agit d'éviter à des salariés sur le moyen et le long terme d'avoir des vraies problématiques de dos et donc une vraie même incapacité de travail potentiellement. On a été sur des choix où, au départ, on se disait sur l'exemple boulanger, on quantifie ce qui se passe dans l'atmosphère, donc il n'y a pas de raison qu'on nous pose de problème. On a vu que c'était un peu compliqué. Dans les autres sujets sur la posture, typiquement, on a travaillé avec des gilets, par exemple, plutôt que des bracelets d'activité. Le choix a été clairement de dire, le gilet est clairement anonyme, et donc je prends le gilet, je le mets si je veux, je le mets pas si je veux pas. Je peux l'enlever quand je vais en pause, je peux l'enlever quand je vais aux toilettes. On n'a pas un tracking permanent. Donc ce côté anonymisation et tracking non permanent a été clé, plus les explications, hein, a été clé des passages en CHSCTO, donc dans les instances d'entreprise qui ont permis de faire les expérimentations. De même que les sièges connectés aussi pour les chauffeurs routiers. Alors, sur l'exemple siège connecté pour des chauffeurs routiers, donc là où il s'agit de mesurer la posture du conducteur routier, puisque même chose, hein, le conducteur routier commence et puis au bout de 2 heures, vous en croisez qui ne sont pas du tout bien installés dans leur siège. Il n'est pas évident de savoir si quelqu'un est bien ou pas bien installé dans un siège. Pardon. Donc là, on a vraiment des outils d'intelligence artificielle après qui viennent justement pour traiter le sujet donné. Mais globalement, être capable de mesurer ça, ça ne peut pas se faire dans tous les camions. Et donc le choix qui a été pris a été de le faire dans les cycles de formation pour, dans le cadre de la formation continue en particulier, apprendre aux chauffeurs routiers que leur corps mémorise ce que c'est que la bonne posture. Et au final, ils sont très... Alors, on était là très sensibilisés par les expériences précédentes avec les représentants de salariés et de patrons. Et donc, on était vraiment dans un mode full anonyme. Et ce qui a gêné du coup les chauffeurs qui expérimentaient, c'est que eux avaient envie de retour. Donc, nous ont carrément donné leur nom. Pour vous donner une idée, un chauffeur routier, ça fait entre 70 et 180 kilos. À peu près. J'en parle comme ça parce qu'ils en parlent eux-mêmes comme ça. Mais globalement, sur un siège connecté capable de mesurer leur posture, c'est vraiment compliqué à gérer. Et typiquement, on peut même imaginer qu'en captant le poids de l'individu, on voit aussi son comportement, par exemple. Donc il y a beaucoup de données potentiellement personnelles. On avait choisi de les rendre totalement anonymes. Et eux ont souhaité avoir un retour sur leur comportement au volant, entre guillemets. Victoria, sur ce côté acceptation, vous avez noté des différences entre l'IVA, le commerce startup, et iLunch. Vous nous expliquer en quoi ça a pu bloquer ou non ce
Oui, alors ce que je me suis rendu compte surtout en développant ces projets, c'est que tant que la personne n'a pas conscience de ce que la data va pouvoir faire pour elle, il y a un refus total de participer. Et c'est pour ça que c'est très important de mesurer grâce à la data pour pouvoir prouver l'impact d'un changement d'attitude ou comme vous disiez avec les chauffeurs, donc de pouvoir mesurer toutes ces différences entre avant et après. Donc c'est ce qu'apporte la santé connectée aujourd'hui. C'est la mesure et ce qui permet vraiment de donner des cas concrets d'usage. Donc pour donner un petit exemple, avec l'IVA, on équipe des événements sportifs. Donc pourquoi des événements sportifs? Sur un marathon, c'est inévitable des accidents. Donc on équipe tous les coureurs, on forme tous les secouristes et les accidents sont pris en charge par les secouristes grâce au bracelet, puisqu'en un flash, on peut savoir si la personne a une pathologie, prend un médicament spécifique, une hypertension. Et donc on avait eu le cas sur le Marseille-Cassis, qui est une grande course où il y a 15 000 coureurs, d'un informaticien qui est venu nous voir en disant non mais moi de toute façon jamais je mettrai ma donnée comme ça sur le web, après tout le monde va me voler ma donnée. Alors on explique qu'en France c'est très régulé, qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec la donnée, que la base de données est anonymisée, que c'est vraiment juste pour sa protection et sa sécurité pendant la course. Donc on a passé un bon quart d'heure avec lui à lui expliquer l'importance d'utiliser le concept et à quoi va servir sa data. Et puis bon, il a dit non mais moi je le mettrai pas. Et qui est-ce qu'on voit arriver le jour de la course avec son bracelet autour du poignet? C'était lui. Donc bien sûr on allait voir, on lui disait finalement tu l'as mis ton bracelet et tout ça. Et là il nous a répondu ouais, j'ai eu trop peur ce matin avant de partir qu'il m'arrive quelque chose et que les secouristes puissent pas prévenir ma famille ou quelque chose, donc je l'ai mis parce que j'avais trop peur. Et du coup quand il y a la compréhension de l'usage et quand les gens ont vraiment conscience de ce que ça va pouvoir leur apporter à eux, il y a acceptation du partage de data, et ça c'est ce vers quoi on est vraiment en train d'aller. Donc c'est l'objectif de tous ces outils connectés, c'est vraiment de prouver, de montrer à l'utilisateur à quoi ça va lui servir et que c'est pas juste un gadget, mais que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir avoir un véritable impact positif sur lui. Et sur iLunch, c'est assez différent puisque là on parle de nutrition, donc on parle de quelque chose de beaucoup moins, ça a l'air moins médical, c'est vraiment quelque chose de classique et de basique dans la vie de tout le monde. Et c'est vrai que là on a beaucoup moins de réticence, les gens sont plutôt friands de pouvoir avoir leur profil alimentaire et ils sont beaucoup plus dans le partage qu'avec la première structure. Donc peut-être qu'il y a eu aussi 2 ans de différence entre les deux qui permettent de voir le changement, mais il y a aussi une différence en fonction de la data qui est collectée. D'accord. Grégoire, sur cette partie acceptation, alors c'est un choix pour la partie sommeil de traquer son niveau de son activité de sommeil. Vous sentez quand même un développement d'utilisation de vos solutions? En fait, ce qui est évoqué, c'est le bénéfice, c'est la perception du bénéfice. Évidemment, tout le monde ici achète un produit parce qu'il a un besoin, parce qu'il a un problème, et on achète évidemment par plaisir, mais en tout cas, ce genre d'objet doit s'acheter parce que ça doit répondre à un problème. Il y a une notion qui n'est pas vraiment abordée, qui est la notion d'éthique, qui est qu'évidemment, ces produits, ces services ont des limites, et qu'il est souvent tentant, en tout cas on le voit, nous on est chaque année au CES en janvier, et on voit mondialement une course, une espèce de fuite en avant sur les promesses, alors que derrière, en fait, il n'y a aucun asset, il n'y a absolument rien, c'est du vent. Par exemple, dans le sommeil, on vous promet d'analyser votre sommeil avec des capteurs que vous portez au poignet, on vous dit sommeil profond, sommeil léger, sommeil paradoxal. Pardon du mot, c'est bullshit, ça ne marche pas, c'est faux. Et donc aujourd'hui, il y a un retournement du marché où effectivement, du coup, les premiers consommateurs se sont aperçus que ça ne marchait pas. Et donc chez Oli, on n'a pas vocation à mentir aux clients, on exprime clairement les limites. On ne parle pas de sommeil léger, on ne parle pas de sommeil paradoxal, parce qu'on ne peut pas le faire, tout simplement. Par contre, quand on donne entre les mains d'une personne qui souffre de ronflement, ou tout du moins, alors j'ai une blague là-dessus, on pousse ce produit, pour info, on fait de la pub sur Facebook, et on target les hommes et les femmes. Les hommes, en fait, achètent ce produit parce qu'ils prétendent l'utiliser pour leurs femmes. C'est intéressant. Et les femmes l'achètent pour une notion qui est beaucoup plus sécuritaire et pour leur homme. Après, ce qu'on voit dans les statistiques, c'est que majoritairement ce sont des hommes qui achètent ce produit pour eux-mêmes. Messieurs, n'ayez pas honte. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir un objet connecté qui, lui, est capable de dépister notamment cette partie de ronflement. Ça se fait à domicile. Il est rare qu'on commence un dîner en disant à son voisin « je ronfle ». C'est quelque chose d'assez honteux. Et l'objet connecté a cette capacité d'être discret. Je fais moi-même mon travail d'analyse, et après je vais voir mon praticien avec une
une bonne photo de qui je suis et de ce dont je souffre. Donc cette notion éthique est importante, cette notion de promesse est extrêmement importante. Alors, qu'est-ce qui tout ça travailler en relation avec le corps médical? Aujourd'hui, Grégoire, qu'est-ce qui bloque au niveau des médecins quand les utilisateurs viennent avec les stats et vont voir leur praticien? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Eh bien, c'est que donc nous, une entreprise sur le pass B2C, donc on fait des produits grande consommation, on les vend en magasin, et puis on doit effectivement aujourd'hui construire des assets, montrer que ce qu'on fait, ça fonctionne et qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Donc on a recruté il y a un an, on a commencé à constituer une équipe de scientifiques, on a des collaborations avec des CHU, avec des professeurs dans le domaine du sommeil, et donc en fait on devient une boîte médicale. Il faut qu'on aille absolument vers cette partie qui est réglementaire, qui est extrêmement lourde à tirer, mais qui est nécessaire. Il est évident que demain, quand on va voir le médecin, alors on n'a pas aujourd'hui encore cette levée de bouclier, en tout cas des ORL et des pneumos, quand on leur parle de ce qu'on fait, ils ne nous disent pas j'en veux pas, ça m'intéresse pas, non, ils sont plutôt curieux et plutôt friands d'avoir des nouveaux outils pour pouvoir aller plus vite dans leur pratique au quotidien. Je prends juste la polysomnographie. La polysomnographie, quand vous en faites une, il faut 2 heures pour analyser. Vous imaginez bien qu'un médecin ne va pas passer 2 heures pour analyser votre polysomnographie, sachant qu'il en a à peu près tous les jours à faire. Donc la technologie permet d'avancer et d'aller plus vite et de rendre les médecins plus efficaces. Donc la partie réglementaire est extrêmement importante, mais c'est aussi qu'il faut structurer son entreprise pour pouvoir l'aborder. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui embauché un directeur scientifique, on a des ingénieurs qui font des thèses chez nous, on a des collaborations avec des professeurs de médecine, donc tout ça est extrêmement important. Ensuite le deuxième, c'est la partie évidemment financière, c'est où est le modèle économique. Aujourd'hui, on a attaqué une première partie du marché qui est en train de se finir, qui est grosso modo, on a vendu des produits one-shot à des consommateurs. Comment on fait pour faire du repeat business? Sauf que demain, vous voulez faire un produit médical, et bien c'est-à-dire qu'il peut être remboursé potentiellement, sauf que ça, il faut entre 3 et 5 ans pour qu'un produit soit remboursé. Et donc, c'est toutes ces créations de continuum santé qui est aujourd'hui extrêmement complexe à faire, mais sur lesquelles on a déjà mis des choses extrêmement intéressantes, notamment cette partie de diagnostic du sommeil, du ronflement, de l'apnée du sommeil, c'est qui paye à la fin. Et ça dépend du pays. En France, on est un peu anesthésié par le fait que tout soit remboursé à gogo, mais vous allez en Allemagne, vous allez en UK, vous allez en Suisse, les gens sont prêts à payer pas mal d'argent pour éviter de payer les polices d'assurance et éviter de payer trop cher derrière des frais de santé qui pourraient leur coûter les yeux de la tête. Donc il y a toujours ce problème de c'est quoi la promesse et puis surtout à quoi je suis confronté. Et je reprends, enfin, c'est avec l'exemple du coureur, c'est je prends une décision au moment où je suis devant le mur. Et donc en France, on n'a pas, le mur est très très loin, mais dans d'autres pays, il est beaucoup moins loin. Alors, merci Grégoire. Victoria, sur cette partie blocage, entre guillemets, vous me disiez tout à l'heure que le corps médical, c'est pas encore tout ce qu'on va pouvoir faire de cette donnée, notamment. Oui, et puis donc sur le blocage, c'est vrai que l'État en France bloque pas mal par la perception que le consommateur final, à savoir vous, avez l'usage de la donnée. Donc aujourd'hui, tout le monde, notamment avec l'IVA, combien de salons j'ai fait, et puis là on vient de voir, on me dit mais si j'achète le bracelet, que je mets ma donnée dedans, et ben après vous allez la revendre à mon assureur, et si je veux faire un crédit, ben je pourrais pas l'avoir parce qu'il va connaître mes pathologies. Et à chaque fois, on leur a expliqué que c'est pas légal en fait. Il y a des choses où c'est très encadré en France. Et c'est pas légal de vendre de la donnée nominative de santé à un assureur pour qu'il puisse adapter le contrat d'assurance à la santé de son adhérent. Donc ça, c'est très réglementé en France et les utilisateurs sont vraiment très protégés, mais c'est pas la perception qu'ils en ont. Donc je donne souvent ce petit exemple. Donc, pour moi, le blocage va se débloquer, mais on a besoin aussi d'un petit coup de pouce de l'État. Je donne souvent l'exemple du téléphone portable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les premiers qui sont arrivés avec un téléphone portable, moi je ne verrai jamais ma mère qui vient et qui dit jamais de la vie j'achèterai ce truc, ton père va me traquer. Bon, moi j'étais jeune et j'avais le portable. Et finalement aujourd'hui, qui n'a pas de portable? Tout le monde a un portable. Et je donne aussi souvent cet exemple. Aujourd'hui, quand je ne sais pas si l'un de vous a acheté un ordinateur dans les 2 dernières années, mais en tout cas, vous n'allez pas demander au vendeur s'il y avait de la Wi-Fi dans l'ordinateur, si votre ordinateur allait pouvoir se connecter en Wi-Fi. Parce que c'était logique, mais avant il fallait des câbles pour se connecter à Internet, et avant c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis finalement c'est devenu naturel qu'il y ait de la Wi-Fi dans un ordinateur. Aux États-Unis aujourd'hui c'est pareil. Pourquoi acheter un tensiomètre non connecté ou une balance non connectée quand on peut acheter un tensiomètre connecté? C'est ridicule, c'est comme acheter un ordinateur qui n'a pas la Wi-Fi.
Donc tout est question vraiment de temps. Je pense qu'il faut le temps pour que la personne puisse comprendre l'usage du téléphone portable et comprendre l'usage de ce qu'on va pouvoir faire nous demain avec cette donnée pour leur bien-être, et de comprendre qu'en France, en tout cas, ils sont plutôt bien protégés de ce côté-là. Et les lois sont de plus en plus endurcies, donc voilà, c'est assez réglementé. C'est un message de réassurance qu'il faut donner finalement aux consommateurs. Exactement. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est la confiance et la réassurance. Voilà. Aujourd'hui, on se dit on va prendre ma donnée, mais pourquoi faire? Et en fait, c'est pour pouvoir aider l'utilisateur, mais il n'en a pas vraiment encore conscience. Aujourd'hui, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'acceptation dans la donnée de bien-être que dans la donnée de santé. Donc oui, compter ses pas, c'est rigolo, et c'est ce que je disais avec l'alimentation. L'alimentation, on a plus l'impression que c'est du bien-être que de la santé, alors que le sommeil ou des choses un peu plus médicalisées, l'apnée du sommeil, on a plus peut-être peur, alors qu'en fait, c'est de la bien santé aussi. Patrick, sur les points de blocage, vous rejoignez Tout à fait. Alors, tout à fait. Pour continuer sur ce qu'a exprimé Grégoire, même en tout début, c'est vrai que voir arriver pour un médecin, voir arriver des consommateurs qui, équipés d'outils de Quantify Self, le tracker, la pièce personne connectée, finalement, ça met en danger, entre guillemets, le médecin sur sa connaissance, puisqu'on s'est tous renseignés de petits on n'en est pas non plus au forum santé, voilà, c'est une vraie mesure. Voilà. Mais potentiellement, ça met entre guillemets le médecin en situation de devoir être meilleur. Donc le médecin lui-même aussi s'équipe, ça c'est le premier sujet. On a vu, nous, dans une expérience maintien de personnes âgées à domicile, des surprises où on allait par exemple utiliser de l'intelligence artificielle pour aider à raisonner sur les données captées, donc avec des vrais objets médicaux de santé, où on avait des déclenchements d'alerte. Je me souviens d'un en particulier où finalement une personne a perdu 4 kilos en une journée. Et ce qu'on a découvert après, c'est qu'elle avait l'habitude de se peser avec son chat. Et ce jour-là, elle n'a pas trouvé son chat, elle s'est pesée quand même. Ça a déclenché une alerte au niveau de tout ce qui était algorithmique, de manière à considérer que... Alors, c'est amusant, mais ça illustre bien autre chose qui est, est-ce que les données qu'on capte sont les bonnes? Est-ce qu'elles sont sécurisées déjà? Et est-ce que je peux vraiment prendre des vraies décisions avec des outils qui sont de plus en plus boîte noire? C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire un médecin saura nous expliquer en général pourquoi il pose un diagnostic, en tout cas il va raisonner. Les outils qu'on avance pour l'instant sur l'intelligence artificielle sont souvent des outils qui fonctionnent en mode, je vais caricaturer un peu, mais statistique, et donc boîte noire, qui font que quand on vous dit c'est une alerte, on ne vous dit pas le raisonnement qu'a eu la machine ou l'algorithme pour déterminer que c'est une alerte. Donc ça reste une vraie préoccupation et un vrai danger en termes d'acceptation. Après, n'oublions pas effectivement que sur l'enjeu, sur les données de santé, ce qui fait que c'est un peu plus délicat, c'est qu'au-delà des réglementations, sur le marché noir, un dossier de santé complet, c'est à peu près, sur le black market, l'underground web, c'est à peu près 17 €. Si je vais récupérer 17 millions ou 1 million de dossiers de santé connectés, même s'ils sont anonymes, et que je trouve un autre moyen de recouper les données de santé avec les individus qui ont été anonymisés, et il y a des technologies pour faire ça, ça peut être une manne financière importante. Et au-delà du fait qu'on n'a pas le droit en théorie de le faire, effectivement, on voit bien que dans d'autres pays, ça commence à se faire. Donc il y a vraiment des notions de cybersécurité aussi. La cybersécurité va être importante, et à un moment rendre à l'individu qui est le propriétaire de ces données-là la capacité à gérer ces données et à permettre les accès ou à révoquer des accès à ces données-là est absolument vital. Donc ce qui pose un problème à terme, à mon sens, dans ce qu'on est en train de commencer à voir arriver, surtout les entreprises qui sont sur des modèles plus cloud, en termes de je stocke les données. Alors, on a parlé de certains trackers d'activité, mais aller stocker effectivement et confier ces données-là à ces entreprises-là peut être un vrai problème en cas de piratage. Alors, le timing est très serré. On avait prévu 10 minutes de questions-réponses. Il y a encore une petite partie que j'aimerais aborder avec vous avant de laisser la parole aux participants. Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui pour démocratiser tout cela, et quelles sont les grandes priorités? Grégoire? Je vais être bref. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un de la CNIL à cette conférence au départ. Non, c'est dans une autre. C'est dans une autre? Bon, c'est pas grave, ça aurait été marrant. Non, le grand risque, en fait, c'est l'État. Moi, je vois juste que c'est un peu comme les taxis, quoi. Dès qu'on fait un truc super, on vient de mettre des bâtons dans les roues. Le marché n'est pas bête, le consommateur n'est pas bête, il y a une autorégulation qui se fait naturellement.
Et ce qui pourrait arriver de pire à ce moment-là, c'est que l'État dise bah non, en fait, les objets connectés sont des objets médicaux, vous arrêtez tout ce que vous faites, toutes vos bases de données, vous les déclarez publiquement, vous mettez tout. Non, c'est pas comme ça que peut se passer. Enfin, on est forcément dans une zone un petit peu d'ombre où on est en train de faire la transition entre le consumer et le médical et on essaie de créer ce continuum. Mais ce continuum ne peut fonctionner que s'il y a un élan vers l'avant et surtout qu'il n'y a pas de frein à ça. Et donc, le plus grand danger en tout cas, pour ce que nous on fait, c'est le fait que l'État puisse imposer un jour des régulations trop tôt. Trop tôt, c'est tuer un peu le bébé dans l'œuf. D'accord. Victoria, sur les enjeux, et les grandes étapes pour démocratiser tout cela. Donc, j'ai beaucoup dit, donc j'essaie d'être brève. Donc, on parlait de bénéfices, donc je pense qu'il faut créer des proof of concept de ce qu'apportent toutes ces nouvelles sociétés. Donc, par exemple, je donne l'exemple avec iLunch. Nous, ce qu'on a décidé de faire, donc la partie coaching, la partie algorithme, va sortir qu'en fin d'année ou au deuxième semestre 2017. C'est pas encore disponible puisqu'on va faire des tests en entreprise. Donc, on va prendre une entreprise test où on va prendre une cinquantaine de personnes. On va mesurer, on va les équiper en objets connectés. On va mesurer avant le changement d'habitude alimentaire quels étaient leurs risques grâce à des calculs divers et variés. Et puis on va revenir 6 mois après, on va les suivre pendant 6 mois pour voir l'impact qu'a eu le changement d'alimentation sur les risques qu'ils auraient pu avoir en ne changeant pas leur alimentation pour pouvoir justement prouver des cas d'usage et prouver et tester le fonctionnement de notre service avant de le rendre disponible à tout le monde. La preuve par l'exemple. La preuve par l'exemple, exactement. Patrick, dernier mot. Alors j'irai dans le même sens avec la difficulté sur l'aspect santé ou sur l'aspect corps, qui est que finalement les déclenchements, alors on est encore sur la prévention et le risque, hein, les déclenchements arrivent bien après en fait la survenance des faits. Donc quand j'ai effectivement l'habitude de mal manger, ça veut dire que je vais avoir un problème éventuellement dans 20, peut-être 30 ans. Donc entre l'aspect réglementation qu'il soit jugé trop important ou pas assez important, et le fait qu'on a besoin de mener des études assez longtemps avant de démontrer finalement si ça sert à quelque chose ou pas, la vraie problématique c'est effectivement qu'on ne nous laisse pas jouer sur ce sujet-là pour essayer de démontrer des pistes de solutions. Après, le terme de jouer dans l'univers médical, c'est un peu contradictoire. C'est ce qui a bloqué longtemps avec une obligation d'utiliser des outils qui étaient certifiés objets de santé. Donc là, sur l'exemple que j'ai donné, hein, c'est même sur des trackers d'activité, vous avez des trackers d'activité pour certains qui sont déclarés objets médicaux, d'autres pas. Quand on compare la précision de ces trackers d'activité entre eux sur certaines mesures, certains trackers objets médicaux sont moins bons sur certaines mesures, hein, je le dis bien, que d'autres. Entre-temps, voilà, et on ne peut pas forcément se baser sur ce sujet-là. J'ai beaucoup d'exemples sur la chute à domicile des personnes âgées, typiquement, où on a inventé potentiellement tous les objets connectés possibles pour imaginer détecter la chute. J'ai eu l'occasion de rencontrer des vrais spécialistes mondiaux, des docteurs émérites sur ce sujet, où, alors voilà, que ce soit MIT ou d'université suisse, où les gens m'ont expliqué qu'il suffisait de voir les données médicales pour savoir si la personne, et puis voir physiquement le patient, pour savoir si elle allait tomber dans les 6 mois ou pas, et si elle aura un vrai problème. Donc on est sur la technologie ne répond pas à tout, la connaissance est extrêmement utile. Le frein qui reste pour l'instant, c'est la capacité à mettre cette connaissance-là en dehors de l'humain, mais plutôt dans des machines avec de la vraie connaissance. Et on est plutôt sur des estimations, des calculs de corrélation actuellement, où on essaye de trouver qu'est-ce qui déclenche quoi, et sans être capable forcément d'en comprendre la causalité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une corrélation entre deux faits qu'on a vraiment un impact important d'un fait sur les aspects cancer en particulier. Le corps est tellement complexe, puisque le corps lui-même c'est une tonne d'objets connectés entre eux. Le corps est tellement complexe qu'on est loin d'avoir de toute façon totalement tout compris, et que c'est pas en mettant 3, 4, 5 capteurs qu'on captera exactement le fonctionnement du corps, donc on pourra l'interpréter. Très bien, merci beaucoup. Alors il nous reste 3 minutes pour les questions-réponses. 3 minutes grand max, on me fait signe là-bas. Est-ce que vous avez quelques questions? Alors, une ou deux questions rapidement. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Le sujet du modèle économique a été abordé par M. Gérard. Et du coup, je voulais savoir au niveau des autres intervenants, et notamment peut-être pour, je suis arrivé au tout début, mais pour l'activité de l'IVA, est-ce qu'aujourd'hui il y a des... C'est quoi? C'est le patient qui achète
votre solution connectée pour avoir toutes ces données santé. Comment ça se passe? Comment vous appréhendez ces problématiques de modèle économique qui, dès qu'on est à 100% dans le monde médical, font que, comme vous le disiez tout à l'heure, qui paye entre la clinique, l'hôpital, le praticien, le patient, etc. Alors sur l'IVA, on a d'abord démarré uniquement en B2C, puis on s'est rapidement rendu compte que c'est un produit qui prenait la valeur avec le nombre de users, et que si on est seul à le porter, ça sert absolument à rien. Du coup, on est plutôt parti sur du B2B, et donc on équipe de nombreux événements sportifs. Donc le modèle économique, c'est il y a des sponsors qui offrent des bracelets à usage unique sur des événements sportifs, et on prouve justement la preuve par l'exemple. On prouve l'usage et on améliore de nombreuses prises en charge en une seule journée. Et ensuite, on distribue donc en B2B via des municipalités qui en offrent à leurs seniors, via des associations de patients qui l'intègrent à des contrats d'adhésion, via des associations de sportifs également. Donc on a pas mal d'acteurs en B2B comme ça. Donc on garde le B2C, mais ce n'est pas notre cœur d'activité. Merci Thomas. Une toute dernière question, très court. Bonjour, Thomas Bouton, designer. Je soumets une question à votre réflexion. Est-ce que finalement, dans l'usage central de la connectivité, dans l'acceptation, qui est pour moi, je pense, un volet hyper important, est-ce que finalement la connectivité ne pourrait pas être envisagée comme optionnelle, du coup mieux vécue, moins intrusive par l'utilisateur final? C'est une bonne question. Alors je vais essayer de répondre, mais penser que l'objet connecté, c'est absolument un objet physique connecté à un smartphone, c'est une erreur. Ce qui compte, en fait, c'est récupérer la donnée. Après, le fait que ce soit connecté à votre smartphone ou je sais pas quoi, ce qui compte, voilà. Par exemple, il y a un schéma qui fonctionne, c'est les patients ont l'objet, ils le ramènent chez le praticien, et c'est le praticien qui prend les données. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas équipé d'un smartphone, tout le monde n'est pas team